I was very fortunate to receive a wonderful copy of Thami Tazi's book a few months ago. And I come from a country, India, where we have a living tradition of wearing beautiful clothes and embroideries and zari and brocade. And for me to see this book, it was a visual treat first of all, and then for me it was also a record of all the history of Moroccan designs and all the different techniques that I used to create the most wonderful garments in Morocco. But where I think Thami Tazi really comes to life is that all this tradition is interpreted and to make the most amazing clothes that a modern Moroccan woman can wear and enjoy and breathe life into. She's able to take the past and able to create something that's vital, that's modern, and leave behind a legacy for the future. Je voudrais féliciter Madame Thami Tazi pour son œuvre magnifique, son travail extraordinaire. Et maintenant, je laisse la parole à Sophia qui va dire un petit mot sur sa maman. Merci et welcome. Le monde de Thami Tazi. Une femme admirable qui s'est construite tout en créant un monde. Un monde d'étoffes précieuses, de couleurs et de fils de soie enroulés et noués. Un monde où toujours, tiré à quatre épingles, il faut être simplement impeccable. Plus d'une fois, je la trouvais dans sa chambre dessinant, tel un compositeur, des séquences de motifs. Des fois, sauvegardant des techniques anciennes en voie de disparition, et d'autres fois s'inspirant du simple fleur du jardin. Un monde d'une précision telle, aussi aiguisée qu'une aiguille. Quand elle m'amenait avec elle à Paris aux collections, là où les femmes font des régimes au fromage blanc et au porto, je restais la bouche ouverte, m'enivrant de tant de beauté et de grâce. Alors j'ai connu Madame Tazi, cette très très belle femme raffinée qui rentrait dans la galerie de mon père et qui fouinait dans les textiles et les broderies. Mon père, qui n'avait jamais la patience avec ses clients, avait une grande patience avec Madame Tazi. Et je l'observais comme ça. Et il m'a dit, vous savez pourquoi? Parce que c'est la seule Marocaine qui vient regarder les broderies. Il est clair que la beauté des tenues de Madame Tazi se joue dans la chatoyance des couleurs, leur luminosité, ainsi que les broderies qui sont extrêmement raffinées et puis qui font un rappel avec beaucoup d'originalité constant avec le patrimoine de la broderie marocaine. Et je dirais même que la coupe est vraiment intéressante car elle épouse complètement le corps des femmes qui les portent et ce qui fait que quand elles les portent, elles ont une extrême élégance, mais jamais ostentatoire, jamais elles sont toutes en finesse et en élégance.
Je suis une Marocaine, je suis née à Melilla, donc j'ai vécu un peu dans une atmosphère espagnole. J'étais à l'école espagnole et puis après j'ai suivi des études aussi en Espagne, à Grenade, qui est une ville que j'adore. Et c'est une ville qui pour moi, elle me parle parce que c'est tous ces vestiges qu'ont laissé la dynastie des Nasrides là-bas et toute cette Andalousie, ça m'intéresse beaucoup et en même temps ça me donne une certaine émotion et une fierté. Nous, on était une famille très unie, on était 5 filles. Et mes parents, ils ont pensé qu'on devait faire des études. Surtout ma mère, elle nous a beaucoup encouragés à faire des études. Parce qu'elle s'est mariée très jeune, elle avait 15 ans quand elle s'est mariée. Donc elle n'a pas pu poursuivre ses études et ça lui a manqué. Bon, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants, je les ai élevés et je me suis dit qu'il fallait quand même trouver une activité. J'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé le bénévolat et ensuite j'ai essayé autre chose. Et puis finalement, j'étais une grande sportive. Je montais à cheval beaucoup et je suis devenue présidente du club d'étrier de Casablanca pendant au moins 15 ans. Mais ça ne me donnait pas satisfaction. C'était un hobby, mais ce n'était pas un travail. Donc, sur ça, j'ai rencontré une amie. C'est la Condessa de Romanones. C'est une Américaine qui a épousé un aristocrate espagnol. Elle est belle, intelligente, élégante et surtout très généreuse. Elle m'a demandé de lui prêter des vêtements pour un reportage qu'elle devait faire. Et je suis allée évidemment avec ma valise chez elle. Elle avait une maison sublime à Marbella, style morisco. Bref, après, elle m'a dit « Mais c'est merveilleux, tout ce que tu fais, c'est sublime, tu devrais t'en occuper, tu devrais faire ton métier de ça parce que c'est trop beau ». Donc elle m'a présenté à toutes ses copines et elles ont toutes commandé. Je me suis trouvée avec un carnet de commandes énorme, je n'avais pas ni atelier ni rien, mais elle a dit « T'inquiète, fais pas, rentre au Maroc avec ces commandes et tu te débrouilleras ». Ma mère n'était pas contente. Elle m'a dit « Non, tu ne dois pas faire ça, ce n'est pas un métier pour toi, tu enlèves le travail à certaines personnes ». Et j'ai consulté avec mon père. Il m'a dit « Non, non, tu peux faire ça, tu as beaucoup de goût. Et puis tu sais, Tammy, il n'y a pas de sot-métier, tu peux le faire ». Alors quand il m'a dit « Tu peux le faire », oh, j'étais contente. Mais moi, je n'ai pas d'atelier, j'ai rien, parce que je n'ai pas fait d'études pour faire la couture. D'ailleurs, je ne suis pas couturière. Mais je sais dessiner, parce que dans la maison, on était très nombreuses et on avait beaucoup d'activités. Entre autres, on faisait du dessin tous les jours avec un professeur de dessin. On faisait de la musique, on apprenait les langues, et puis voilà. Et j'ai trouvé une couturière, une petite couturière espagnole, qui s'appelait Lolita, et que je connaissais depuis très longtemps. Et je lui ai dit de travailler pour moi, et ça a marché, et on a commencé à travailler. Et tout d'un coup, ça a été le grand succès. Mais je ne faisais pas les choses que je fais maintenant. Voilà le genre de vêtements que je faisais, modernes, inspirés des khmis marocains. Et tout ça, c'est des tuniques avec pantalon, en mousseline aussi. Ça, c'est en jersey aussi, brodé
aux manches, des serrouals. Voilà, encore une tunique avec un pantalon. Et on voit que c'est des tissus très souples qui épousent très bien le mouvement et le corps. Voilà. Ça marchait très très vite. Et j'ai mis l'atelier à côté, dans une petite villa qui était là à côté, que j'ai louée. Et puis après, il y a eu la maison de couture qui a été à la vente, qui a été fondée dans les années 30 ou quelque chose comme ça. Finalement, je l'ai achetée et cette maison représentait Saint-Laurent, elle représentait Dior. Je commençais à aller en France pour voir les collections, mais je connaissais déjà Saint-Laurent, je le connaissais à Marrakech. Lui, il m'a beaucoup encouragée, il trouvait que ce que je faisais, c'était très bien et tout. Donc, comme ça a changé. C'est devenu, au lieu d'être un travail amateur, c'est devenu vraiment un métier. Je me suis rendu compte qu'il y avait un créneau intéressant à faire, c'était le vêtement traditionnel, que j'ai toujours beaucoup admiré. Je ne portais pas des tenues traditionnelles, mais je les voyais dans les réceptions, dans les mariages, dans tout ça, porter les tenues traditionnelles. Je les trouvais encombrantes, lourdes, avec des tissus très épais, des tissus merveilleux, parce que c'est des tissus qui venaient de France, de Lyon, mais c'était coupé d'une façon très carrée. Et je dis, il faudrait que ces vêtements soient allégés et rendus plus faciles à porter. À ce moment-là, la maison Jost, qui avait une femme qui dirigeait la maison, elle a pris sa retraite et elle est partie. Je me suis trouvée avec un atelier et sans personne. Donc, j'ai mis une annonce dans les journaux et j'ai trouvé la femme qui m'a beaucoup aidée, c'est Josette. Et elle était une vraie couturière. Elle se connaissait beaucoup dans le flou, dans le tailleur, dans tout. Surtout, moi, ce que je voulais, c'est que ce patrimoine des broderies, des choses anciennes qui existaient, qui étaient... pour moi, je trouvais ça tellement beau. Je voulais que ça ne se perde pas. Ces broderies servaient surtout pour les rideaux, pour les coussins, pour les draps, un peu pour les nappes aussi, surtout les rideaux et les choses comme ça. Et je les ai adaptés aux vêtements. Mais au début, ça a été un peu difficile parce que les femmes ne comprenaient pas. Mais tout d'un coup, elles ont commencé à aimer et puis ça a très bien marché aussi. Et maintenant, j'ai cette maison qui est magnifique et qui me pèse très lourd parce que je commence à en avoir un peu assez. Je voudrais arrêter. Bonjour madame. Bonjour Zara, ça va? Oui, Tu vas bien? Merci madame, bonjour. Ça, c'est le reportage qui est apparu dans le journal Elle. Et c'était un reportage de Lutens, Serge Lutens, qui est un ami. Et je dois dire qu'il a vraiment pris des vêtements très beaux. Yeah.
Là, je colorie une chouika. Ça va être une chouika. C'est une tenue traditionnelle couleur rose. Je fais des iris. Et comme la tenue est rose, un rose un peu clair, je vais lui mettre un peu de couleur. Donc, je lui mets des feuillages verts comme ça. Et puis, une volute qui va être le long de la chouika pour qu'il y ait seulement l'iris. Donc voilà, ça c'est les différentes créations que j'ai en ce moment. J'en ai d'autres que je vais faire, celle-là, que je trouve très belle. Bon, ça c'est d'inspiration ottoman, celle-là. Ça, c'est d'inspiration turque aussi. C'est magnifique. C'est les tuiles des mosquées des Topkapi ou quelque chose comme ça, voilà, d'Istanbul. J'aime beaucoup la Turquie et je m'en inspire pas mal. Je me suis beaucoup inspirée de l'artisanat, pas seulement l'artisanat turc, japonais, indien, cachemire, mais le Maroc. Par exemple, tout ce qui est les tauriques, qu'on appelle tauriques, qui est dans les bois, dans les plafonds, tout ça, je me suis largement inspirée. Ici, c'est le salon d'essayage, là où je reçois nos chères clientes. Après avoir pris un rendez-vous, je leur montre les tissus de différentes matières, qu'ils choisissent le lamé ou bien le taffetas, c'est-à-dire là, le taffetas changeante, ou bien le taffetas uni. Et là, après avoir choisi les tissus, je leur propose les dessins. Et je leur propose tous les dessins qu'ils aiment, c'est-à-dire qu'ils veulent choisir. Après là, je prends une note, je prends tous les noms, toutes les coordonnées et toutes les références et toutes les renseignements qu'ils demandent. Et là, je présente cette fiche à notre chère Madame Tazi. Et là, elle choisit, elle décide les couleurs pour chaque tissu. Et après, on fait la coupe, on fait l'essayage, et après, on fait l'exécution des broderies. هذا قفطان كيجيني التوب بحال هكذا كنفصلو ملي كنفصلوه كيتطراسا كنعطي للبنات هما اللي كيمونطيو كيباسيو ان فيل سيتادير لا مارك باش يخليو لا مارك لي دو كوتي كيمونطيو كنديرو ليسياج من بعد ملي كيخرج من ليسياج كنريغلو كيتبيكا لا ماشين كيدير لا فينيسيون بحال هكذا بحال هاد لا فينيسيون هادي كنديرو لا فينيسيون بعد ملي كيدار لا فينيسيون كناخدو حنا الموتيف ديالي اللي سميتو كنقطع كوم بحال باتون اخر بحال غادي نطراسي قفطان في كاغيت يعني في بابي من بعد كنكالكولي لو ديسان باش كنعرف شحال من موتيف غادي يخرج ليا في لاغو من بعد ملي كيتكالا وداكشي كندوزو لواحد السيد هو اللي كيكالي اللي في داك الشومبر الاخر كيكالي فوق لاغوم من بعد ملي كيتكالا على مان كنعطيو لي برودور هذا الخدمه ديال يعني لي غارسون سيتادير السفيفات والمسائل ملي كيكمل كيخرج عاوتاني لاتوليي كيتروباس كنديروا لي لا دوبلور وليفريو ديال لي في نفس الطريقه المونتاج لي سياج يرجع لاتوليي يدار لي بروبروتي من بعد كيتكالاو الدريات اللي كيبيكيو تيديروا لهم الشبيكه. تعلمت في النادي جبت الصنعه ديالي جيت عند طامي التازي ما معلماش هاد الصنعه تعلمت في لاتولي كنت خدامه في بلايص اخرين شوف هذه لاوت كوتور ودابا كنعرف بلدي والرومي
ندير دوتو. جيت هنايا صغيره كنتعلم، تعلمت هنايا شبيكه. دخلت للمدرسه تنتعلم الطرز ملي عندي 16 عام. ملي تعلمت وهذا من المدرسه جابوني لهنايا لعند مدام تازي. انا معلمه لي بوان داكشي، ولكن ملي جيت لهنايا تعلمت لا براتيك، كيفاش نخدم على الكاغيط وكيفاش لي ديسان كيفاش نخدمهم ولي كولور. خدمت في بلايص اخرين وخياطات اخرين، ولكن مع طامي التازي لقيت طريقه اخرى ما احسن، من ناحيه الفينيسيون، من ناحيه الخياطه، من ناحيه كيفاش كتلون، كيفاش استفدت اكثر من اللي كنعرف. تعلمنا الصنعه معاها وزادت طورات هي. ما كناش كنعرفوا هادشي ملي جينا لعندها هي، ولينا صنعه مزيانه. كنت تنخدم السامبل. ملي دخلت لاتوليي عند مدام تازي بدينا تنخدموا خدمه جديده متنوعه بابتكار جديد. هذا فن فهمتيني، يعني الاستاذه كتعطينا الديسان، يعني خصها اي حاجه دوز من عندها. اللي جيت لهنا بديت 85 86 بديت تنخدم التايور ديال اف سان لورون كريستيان ديور. ابخي بديت كنخدم معاهم لي توني تراديسيونيل، وخدمت هنايا من عام 77. هاد المهنه لاج ديال 10 وانا في هاد المهنه. ومن بعد خدمت مع هاد السيده هادي تقريبا هذه 27 سنه. 22 عام وانا مع مدام تازي. 20 سنه تقريبا. دابا 23 عام. 30 عام وانا معاها. انا 30 عام وانا خدامه معاها. 40 عام هذه وانا عندها. هاد السيده دخلت عندها ب 75. دخلت في 75 وتزوجت وولدت انا ودرت الدراري. حالنا شحال من بيت وزعما دايره معنا بزاف الخير. الحقيقه هي هذه، وكنتمنى لها الصحه والسلامه ليها ولينا حتى حنا باش نبقاو هاد الساعه مستمرين في العمل. Quand j'ai commencé à faire le caftan, donc, il y avait très peu de femmes qui faisaient le caftan. J'étais, je crois, la seule. Et ensuite, ça a commencé à se diffuser. Les femmes, elles ont commencé à créer des vêtements et ça a été un mouvement extraordinaire, à tel point que maintenant, l'industrie, enfin, c'est pas une industrie, c'est plutôt l'artisanat des caftans, ça emploie des milliers de personnes dans le Maroc. Les femmes, elles créent ces caftans, mais c'est les ouvriers qui les brodent. Donc ça fait beaucoup d'emplois et c'est formidable. Ça, je suis très contente. Et bon, je sais que j'ai été beaucoup copiée, mais je m'en fous, parce que c'est la rançon du succès. Quand tu fais quelque chose qui plaît, c'est normal, les femmes demandent « fais-moi un caftan style Tami ». Et elles prennent un journal et ils disent « voilà, c'est ça que je veux », etc. Bon, ben, ils copient, c'est bien. J'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup le patrimoine. J'ai passé ma vie à collectionner des broderies. Toutes ces broderies marocaines, j'étais par exemple à Tétouan, j'allais souvent chez les antiquaires et dans les médinas et à Rabat et partout et je trouvais des broderies merveilleuses. C'est à Zemour, le seul endroit au Maroc où on fait des broderies avec des animaux, enfin des espèces d'oiseaux, c'est des pans. Et ça ressemble beaucoup aux broderies de l'Italie, de la Renaissance italienne, de la Renaissance espagnole. Mais c'est parce que Zemour a été quand même pendant un certain temps occupé par les Portugais. Donc c'est peut-être que ça vient de là. Et c'est des bandes qui font au moins 2 mètres et quelques de longueur. Et ça servait pour faire les bords des divans. On les mettait comme ça, par exemple ici. Ou bien dans les
Les lits à baldaquin, on les mettait dans le front du lit. Voilà. Ça, c'est donc une pièce assez rare parce qu'elle est en bon état, en très bon état. Je vais montrer les broderies de Fès. Fès, elle a toujours été une ville qui a fait beaucoup de broderies. Il y avait ils ont dit qu'à un moment donné, il y avait presque 3000 ma'almet à Fès. Et les ma'almet, c'était les professeurs qui enseignaient la broderie aux filles. La plupart, elles s'installaient pour leur compte, les filles allaient chez elles, elles apprenaient à broder, elles faisaient leur trousseau. Ça, c'est un châle de Fès qui est particulièrement beau parce qu'il y a un côté qui est rouge et un côté qui est violet, enfin une couleur très belle. Et le fond du tissu aussi est magnifique. C'est du coton et avec la soie. Et c'est avec la broderie des Fès qui est une broderie à point compté. Celle-là, c'est un très vieux mendil qui a une grande valeur. Et ça représente tout à fait les broderies de Fès, c'est-à-dire monochrome et avec un dessin parfait et une broderie très épaisse en soie, parce qu'il brodait toujours avec de la soie harir hindi, alors que maintenant on brode avec la soie artificielle. C'est un mendil, ça servait pour mettre les vêtements des mariés, pour couvrir les sièges où s'asseyait la mariée, enfin avec le châle. Quand je montre Fès, je montre toujours Meknès parce que ce sont des villes voisines, elles ont presque le même point, mais les Meknessi, ils ont la couleur. Ça, c'est un châle de Meknès. Donc, ils ont la couleur et ils ont ce pointillé qui n'existe nulle part. Enfin, au Maroc, je veux dire. C'est-à-dire que tout le champ est couvert de ce pointillé. Et celui-là, c'est un très beau châle, très ancien aussi, avec beaucoup de couleurs magnifiques. Encore un autre châle. Mais c'est des couleurs magnifiques. Et toujours le pointillé. Tout ça, c'est des châles que les femmes mettaient pour aller au hammam. Enfin, pour la sortie du hammam. La cérémonie du hammam, c'était incroyable. Et les femmes n'avaient pas le droit de sortir, elles étaient recluses. Et elles allaient une fois par semaine peut-être au hammam. Et puis elles n'allaient pas seules au hammam. Elles allaient toujours accompagnées par des douaniers. C'était toujours la dada, la grande-tante, toutes les personnes comme ça. Bon, on arrive à Rabat. Rabat aussi, c'est une ville qui a beaucoup brodé. Ces villes qui ont beaucoup brodé, c'est parce qu'ils avaient d'abord des ma'almet. À Rabat, les ma'almet, c'était très connu. Rabat, il a une tradition andalouse. Et ça, c'est du vieux Rabat. Il est monochrome. C'est un très beau spécimen, une broderie ancienne. Celle-là, elle est très ancienne. Et c'est spécial d'abord pour le point. Le point est magnifique et c'est de la soie. Il représente des personnages. Ou bien la sozra bordada. Ils appelaient ça sozra bordada. Bordada vient de l'espagnol qui veut dire bordada, brodé. Ça, c'est la tzka, la ceinture de seroual. Les femmes portaient des serouals, elles n'avaient pas d'élastique à l'époque. Alors elles mettaient ça, comme ça, et puis elles fermaient devant. Et on voyait cette broderie comme ça qui dépassait un peu. Voilà, ça c'est ce qu'il y a de plus beau à Rabat, c'est les rideaux. Les rideaux, ils étaient très soignés. Ils avaient des rideaux incroyables. Regardez la magnifique
broderies qu'il y a. C'est tellement régulier qu'on dirait pas que c'est brodé. Tout ça, c'est fait à la main aussi. Il n'y a pas d'endroit ni d'envers. Les couleurs sont magnifiques. Ça représente, c'est très très beau. C'est somptueux, c'est très bigarré. Et c'est comme des minarets. Des minarets ou des portes. Toujours brodé sur des tissus assez précieux. Cotonnade, mais cotonnade brodée, cotonnade déjà un peu précieuse. Salé, c'est la sœur jumelle de Rabat, la ville jumelle. Mais ces broderies n'ont rien à voir avec Rabat, sont complètement différentes. C'est des broderies très étranges, architecturales. Et ça, c'est le classique de... C'est sûrement aussi un bas de rideau. Ça, c'est une rivière. C'est comme un reflet. Et c'est un point qui ressemble un peu au point de Shawin. Mais c'est ça la plus étrange des choses. C'est ces magnifiques bandes qui sont... On les voit seulement quand on change les reflets. C'est une broderie qui est faite dans un sens et puis dans un autre sens, de façon à que finalement, elles ne sont pas d'ailleurs photogéniques, mais elles sont admirables. Et maintenant, je vais attaquer les plus belles des broderies du Maroc. Tétouan. Tétouan, c'est la seule ville au Maroc qui brode avec un support de soie. La soie est soie. La plupart des broderies marocaines, elles sont sur du coton. Et c'est un rideau de miroir. Ça, c'est un rideau, un grand rideau, entièrement soie, complètement. Ce qu'on appelle aujourd'hui un ottoman de soie. Et ça, c'était tissé à la main, à Tétouan, avec des couleurs précieuses. Et puis au milieu, ils ont mis cette lampa, qui est aussi en or. Et ça, c'est Shawin. Shawin, tout le monde dit que c'est sûrement la ville qui a fait les broderies les plus élaborées du Maroc. Et ça, c'est une très belle pièce aussi. C'est un grand couvre-lit, ou bien une tenture de mur qui a des dimensions très grandes. Il est en bon état. Et quand ils ne brodaient pas sur la soie, ils brodaient sur du lin. Parce qu'eux, ils tissaient le lin. Ils tissaient la soie et ils tissaient le lin. Maintenant, ils ne tissent rien du tout. Et ça, c'est des broderies très rares. Celle-là, on ne la trouve plus, nulle part. Et c'est très rare, on ne sait pas la faire. Mais nous, on l'a fait. C'est ça, mes broderies, elles ont été... là, elles ont été exposées à l'Institut du monde arabe. Voilà, ça c'est une broderie à moi de Tétouan, un chifa. Et ils ont dit que grâce à moi, les broderies au Maroc resteraient vivantes. Voilà, c'est une reconnaissance. Je les ai exposées aussi également en Allemagne. Et les Allemands, ils faisaient la file. Elles prenaient des kilomètres pour venir voir les broderies et les tissages, parce que j'ai aussi une collection de tissages berbères. Donc tout ça, ça a été exposé dans des musées. Là aussi, ça a été exposé à Bordeaux. Et ce qui était très beau, c'est que toute la ville de Bordeaux avait des énormes affiches. Ce dessin-là. Pour moi,
ce travail, c'est pas vraiment un travail, c'est une passion. La mode, la création, la haute couture, la couture sont des domaines qui relèvent du monde des arts et de la culture. On a tendance parfois à l'oublier. Et c'est une femme qui a, par son travail, été un précurseur. Elle a été pionnière, je dirais, dans son approche qui est de moderniser le vêtement traditionnel marocain et de le moderniser dans le sens où lorsque une femme moderne aujourd'hui porte un caftan de Tamitasi, elle a vraiment le sentiment d'être sublimée, magnifiée. Voilà. Pour moi, Tamitasi, c'est en plus une femme très discrète, une femme qui est intellectuellement brillante. Normale, elle a fait des grandes études, elle a fait des études de philosophie, c'est une femme extrêmement cultivée. C'est une femme qui a toujours beaucoup soutenu les femmes courageuses, les femmes qui ont envie d'avancer, de faire avancer la cause des femmes. Et peut-être que c'est en ça qu'on ressent un petit peu d'audace. Et voilà, je pense que c'est une femme qui a énormément apporté à la scène culturelle et artistique marocaine et qui a encore beaucoup à apporter et qui continuera d'inspirer beaucoup de créateurs marocains et pas seulement marocains. Tamitasi fait partie de ces créateurs qui m'ont donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. J'en garde un très bon souvenir de la première fois où j'ai vu son travail. C'était la collection rouge qu'elle avait faite dans le cadre de l'une des premières éditions de Kaftan. Et j'étais comme ça devant une télé qui était suspendue, où je voyais cette collection défiler. C'était impressionnant. J'étais waouh. Ça donnait envie. Ça donnait envie d'être la personne qui a fait ça. C'était imposant, fort, puissant, très poétique. C'est avec beaucoup de joie que je suis ici ce soir.
La première fois que j'ai vu une collection de Tami Tazi, c'était à la Maison du Monde Arabe, à Paris, et j'étais avec Yves Saint-Laurent. J'étais avec Yves Saint-Laurent, qui aimait beaucoup Tami. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans les années 60 à Marrakech. Nous sommes devenus des amis. Nous n'avons pas cessé d'être des amis. Mais ce qui nous réunit ce soir, ce n'est pas l'amitié encore que, mais c'est la mode. Ce que je veux te dire, Tami, et ce que je veux dire à tous, c'est qu'Yves Saint-Laurent avait beaucoup d'admiration pour ce que faisait Tami Tazi. Je pense même que parfois, il lui a envié certaines créations marocaines, que d'ailleurs Saint-Laurent a beaucoup reprises, souvent dans son œuvre. C'est trop d'honneur. Et je peux dire que Tami Tazi est une couturière qui a su, avec un grand talent, s'inspirer du travail marocain, de l'artisanat marocain, des passementeries et des broderies marocaines qui sont si importantes, mais pour autant, n'a pas tourné le dos au présent. Et la plus grande qualité de Tami Tazi est d'avoir su mêler la tradition et le futur. Et c'est en cela qu'elle est une réelle créatrice. Et je suis très heureux d'assister ce soir à cette collection. Je la remercie de m'avoir invité et je lui souhaite un grand succès. Merci. Não sei há quanto tempo estou a te buscar.
When love comes in and takes you for a spin, oh la la la, c'est magnifique. When every night your loved one holds you tight, oh la la la, c'est magnifique. But when one day your loved one drifts away, oh la la la, it is so tragic. But when once more he whispers, je t'adore, c'est magnifique.
la la la